Est-ce que vous vous souvenez de vos Barbies? Celles avec lesquelles vous jouiez pendant des heures. Moi, je me souviens de celle-ci. Et de celle-là. Ouais, je sais, crack ship de ouf, Esmeralda et Michael Jackson, qui pensait voir ça un jour? Je me souviens pas avoir joué avec d'autres poupées, sauf peut-être une sirène, quelques années plus tard. Mais dans le premier appartement où je me souviens avoir vécu, entre mes 2 et mes 10 ans, c'était avec elle que je passais toutes mes après-midi. En 2003, j'ai genre 10 ans, quand les chaînes de télé diffusent en boucle les images de Michael Jackson menottées. Son arrivée au tribunal, son mugshot. Je me souviens avoir eu un mouvement de recul, son visage me faisait peur, la même peur que lorsque la sorcière de Blanche-Neige apparaissait sur mon écran cathodique. Ce visage ne ressemblait pas du tout à la poupée avec laquelle je jouais, je ne reconnaissais pas cette figure si importante de mon enfance. Ma mère, elle, était une immense fan de Michael Jackson. Elle le défendait avec beaucoup d'empathie. Une empathie telle que je me souviens un jour lui avoir dit un truc dans le genre « Si c'est Peter Pan et qu'il est resté un enfant dans sa tête, alors c'est normal qu'il soit amoureux d'autres enfants. » Et ma mère qui m'avait répondu « Mais oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. » Je ne sais pas si elle était réellement d'accord avec moi ou simplement touchée par cette tentative de comprendre de ma part, d'expliquer et de donner du sens à quelque chose que je ne comprenais pas vraiment et dont je ne saisissais absolument pas la gravité. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'utiliserai exactement ces mêmes mots dans cet ordre précis, et ma mère, qui nous a quittés quelques mois après Michael Jackson, n'est plus là pour me dire ce qu'elle penserait de cette affaire aujourd'hui. Parce que nos connaissances ont énormément évolué depuis le début des années 2000. On comprend beaucoup mieux comment fonctionnent les traumatismes, les mécanismes de grooming, les rapports de pouvoir qui existent entre un adulte extrêmement célèbre et des enfants, notamment des fans, ou encore la manière dont les violences peuvent marquer durablement une personne sans qu'elle n'en ait immédiatement conscience. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir en discuter avec elle aujourd'hui. J'aurais aimé savoir si, avec tout ce qu'on sait maintenant, son regard aurait changé, comme le mien a changé. Pour cette vidéo, j'ai tout bien fait. J'ai lu des articles, regardé des documentaires à charge et à décharge, lu les documents officiels disponibles en ligne, écouté les avocats, les journalistes, les proches, les victimes présumées et les défenseureuses acharnées. Et malgré tout ça, je ne sais pas. Mais pour être tout à fait transparente, je ne suis pas totalement convaincue de l'innocence de Michael Jackson. Aujourd'hui, lorsque je regarde différentes interviews de cet homme, ce que je vois, ce sont des red flags, des comportements qui font sonner mes signaux d'alarme. La manière dont lui et ses équipes retournent la culpabilité sur les victimes présumées, dénigrent leurs paroles, leur vécu, la manière dont Michael Jackson se braque et retourne la faute sur les personnes qui élèvent des inquiétudes sur son comportement, la manière de se mettre constamment en position de victime et d'utiliser les abus qu'il a subis enfant pour expliquer son comportement. En gros, c'est jamais lui le problème, c'est toujours les autres. We were waiting for thousands of fans down below, and they were chanting they want to see my child. So I was kind enough to let them see. I was doing something out of innocence. Is that what he calls it? When Gavin was there, he talked about the fact that he shares your bedroom. Yes. Can you understand why people would worry about that? Because they're ignorant. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. That's not a worrying thing? Why should they be worrying? Who's the criminal? Who's Jack the Ripper in the room? This is a guy trying to help heal a child. It's very loving. That's what the world needs now. More love, more The world needs heart. a man who's 44 sleeping in a bed with children. No, you're making it all wrong. Well, tell me, help me. Because what's wrong with sharing a love? You don't sleep with your kids or some other kid who needs love, who didn't have a good childhood? No, I don't. I would never dream of sleeping. I would. I would never dream. Because you've never been where I've been mentally. What do you think people would say if I said, well, I've invited some of my daughter's friends round or my son's friends round and they're going to sleep in the bed with me tonight? That's fine. What do you think their parents would say? If they're wacky, they would say you can't. But if you're close family, like your family, you know them well, But Michael, I wouldn't like my children to sleep in anybody else's bed. Well, I wouldn't mind if I knew the person well. Et ça me dérange. Mais ce qui est certain, c'est que je ne saurais, et vous non plus, jamais ce qui s'est réellement passé entre Jackson et les enfants qui l'ont accusé. Et c'est peut-être pour ça que cette affaire passionne autant. Mais cette vidéo ne va pas vraiment parler de Michael Jackson, en vérité. Elle va parler de justice, la justice pénale. Dans la vidéo précédente, sur le True Crime, on a vu que ce genre très controversé permettait aussi de repérer des schémas de domination, voir que les agresseuses ont des méthodes similaires de prédation, et aussi les mêmes défenses face aux accusations. Nier, dénigrer, puis attaquer. Si vous n'avez pas vu la première partie de cet essai, je vous invite à aller la regarder, je mets le lien en description. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin. I think we're missing the point here. This boy, let's say he's the product of a broken home and a filthy neighborhood. We can't help that. We're here to decide whether he's innocent or guilty, not to go into the reasons why he grew up the way he did.
On attend souvent de la justice pénale qu'elle tranche, qu'elle dise le vrai, qu'elle désigne clairement qui est coupable, qui est innocent, qu'elle fasse son travail. Mais en est-elle réellement capable? Dans cette vidéo, je ne vais donc pas chercher à vous convaincre que Jackson soit coupable ou innocent. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment cette affaire, qui traverse toutes les étapes de la justice, l'enquête, le procès, la punition, révèle des limites de la justice pénale. Parce que cette justice est-elle conçue pour produire la vérité ou seulement rendre un verdict? Qu'apporte une punition face aux violences? Pour répondre à cette question, je vais suivre le parcours d'une affaire pénale, d'abord l'enquête, puis le procès et enfin la peine. Et à chaque étape, on verra ce qu'une affaire comme celle des accusations contre Michael Jackson révèle des limites de notre manière de rendre justice. Je vais essayer d'être la plus rigoureuse possible, tout en assumant que ce sujet est complexe, sensible et parfois inconfortable. Je ne suis pas sociologue ou universitaire, juste je m'informe et je vous livre mes réflexions. Si vous êtes attaché à cette figure qu'est Michael Jackson, si vous avez déjà un avis très tranché, c'est totalement ok, vous êtes libre de le garder. I think people believe what they want to believe. And it's not necessarily based on logic. I think it's based on emotion. That's my opinion! Mais si vous êtes curieux ou curieuse de réfléchir à ce que cette affaire dit de notre manière de rendre justice, alors vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement. Et petit avertissement tout de même, on va aborder des sujets liés aux violences sexuelles, notamment sur mineurs. It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. I don't really know what the truth is. I don't suppose anybody will ever really know. Toute affaire pénale commence par une enquête. C'est la première promesse que fait la justice, établir les faits. Mais est-ce réellement ce qu'une enquête permet de faire? Car dès la première étape, apparaissent des problèmes, bien connus. Les enquêtes sont menées par des êtres humains, avec leurs biais, leurs préjugés et leur représentation du monde. Des décennies de recherche, mais aussi, comme on l'a vu précédemment, de nombreux documentaires true crime, ont montré que le racisme, le sexisme et les stéréotypes de classe peuvent influencer la manière dont les victimes sont perçues. Quelle crédibilité est accordée à leurs témoignages, ou encore comment certaines personnes sont vite considérées comme suspectes. À cela s'ajoute les erreurs humaines, les aveux forcés, les faux ou mauvais témoignages, la contamination de scènes de crime, etc. Mais il existe aussi des problèmes plus structurels. Certaines enquêtes deviennent tellement focalisées sur un suspect que les enquêteuristes finissent parfois par chercher des éléments qui confirment leur hypothèse plutôt que ce qui pourrait la remettre en question. Certainly, you can find most people want to believe their police officers are fair and want to do their job. And so that's a given. You start with that. But you've got to find that person who understands that in a real world, that doesn't happen all the time. L'affaire Michael Jackson illustre très bien la manière dont les préjugés peuvent façonner le regard porté sur une affaire. Pendant des années, Jackson a été la cible de caricatures racistes dans certains médias. Son apparence physique, la couleur de sa peau, ses transformations corporelles et son comportement inhabituel ont régulièrement été tournés en dérision, avec des surnoms comme Waco Jacko, qu'on peut traduire par Jacko le Barjo. Plusieurs chercheuses et journalistes ont également souligné que les stéréotypes historiques associant les hommes noirs à la dangerosité sexuelle ont parfois influencé la manière dont l'affaire a été médiatisée. On l'a vu dans la vidéo précédente avec l'affaire des Central Park 5, ces 5 jeunes garçons afro- et latino-américains ont été accusés et reconnus coupables d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, juste parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et avaient la mauvaise couleur de peau. Mais les préjugés ne concernent pas uniquement Jackson et les accusés. Les familles accusatrices ont elles aussi été confrontées à des stéréotypes persistants, souvent présentés comme motivés par l'argent ou la célébrité, plutôt que comme des personnes cherchant à faire entendre leur version des faits. Avant même le procès, la bataille des récits avait déjà commencé. And I've lived among them all my life. You can't believe a word they say. You know that. I mean, they're born liars. Only an ignorant man can believe that. Now listen. Do you think you were born with a monopoly on the truth? Les biais peuvent aussi être sexistes, que ce soit la manière de prendre une plainte, d'écouter un témoignage ou d'évaluer la crédibilité d'une victime. Les forces de l'ordre ne sont pas imperméables au sexisme ordinaire et à la misogynie présente dans notre société. Un exemple flagrant est ce policier qui a qualifié une plaignante pour agression sexuelle de grosse pute. Il avait laissé un message pour qu'elle complète sa plainte et pensant avoir raccroché, il l'insulte à plusieurs reprises et remet clairement en doute la sincérité de sa démarche. Et quand on regarde certaines recherches sur les violences commises au sein même des forces de l'ordre, ça pousse aussi à s'interroger. Dans son livre 1312 raisons d'abolir la police, la sociologue Gwenola Ricordo cite notamment les travaux du journaliste Alex Roslin. Aux États-Unis, 40% des policiers ont été abusifs envers leurs partenaires ou leurs enfants. Et les violences domestiques dans les foyers policiers sont 15 fois plus fréquents que dans le reste de la population. Les biais individuels expliquent une partie du problème. Mais même avec des enquêteuristes parfaitement formés, une autre question se pose. Qu'attend-on exactement de la police ?
Depuis l'enfance, dans les dessins animés, les films comme dans la vie réelle, on apprend que la police est là pour protéger la population et empêcher les crimes. Pourtant, lorsqu'on regarde bien, sa mission principale est plutôt de constater une infraction, d'enquêter, d'identifier un ou une responsable et de transmettre l'affaire à la justice. Par exemple, lors d'un dépôt de plainte contre un ex-compagnon pour harcèlement, les institutions peinent parfois à agir à la hauteur du danger que les victimes ressentent, prenant la plainte, mais ne faisant rien pour protéger concrètement une personne vulnérable. Même s'il y a eu des progrès depuis quelques années, on a déjà tous entendu des proches ou témoignages parler du mauvais traitement qu'elles ont vécu face à la police ou à la gendarmerie lorsqu'elles ont porté plainte pour VSS, ou comment elles ne se sentent pas protégées après. Elle a été entendue 10 fois en tout, entre la police, le juge d'instruction, la confronte, les UMJ physiques, les UMJ psy, parce qu'à chaque fois on lui demande de tout raconter, l'expertise psy, là elle a été entendue hier, etc. Enfin, c'est monstrueux de devoir raconter son histoire 10 fois. Là, je crois que c'est Amélie à l'audience, dans son dossier, là, dans ces 2 jours de TPE crime, là. Sa victime a été entendue 16 fois. Et ce n'est pas forcément dû à un manque de volonté individuelle, ça peut être dû à un manque de formation, ou alors s'il y a eu formation, un manque d'expérience dans l'application de cette formation. Car nous vivons dans une société sexiste, misogyne et patriarcale, et les membres des institutions ne sont pas imperméables aux injonctions de la société. Le système judiciaire n'existe pas en dehors de la société qui le produit, et donc les juges, les avocats, les magistrats sont tous et toutes, comme nous tous et toutes, empreints de biais sexistes, classistes, racistes, etc. Ce qui fait que les juges, avec leur biais adultiste et avec la culture de l'inceste dans laquelle ils ont baigné comme nous, ne vont pas considérer que les gestes de cet animateur relevaient de violence. Mais ces manquements révèlent surtout les limites d'un système pensé avant tout pour établir des faits et qualifier des infractions. Un meurtre a été commis, il faut retrouver le ou la responsable. Une agression a eu lieu, il faut identifier l'autorice. Un enfant dénonce des violences, il faut recueillir des témoignages et rassembler des preuves. Et tout cela, souvent, sans prendre en compte les besoins de la victime. Au début, j'ai pas menti aux gendarmes et tout. Mais après, oui, j'ai menti, bien sûr. C'était obligé. On vous pose des questions qui n'ont aucun intérêt sur des trucs qui n'ont aucune importance. Quel jour, quelle heure, combien de temps, combien de fois, combien de doigts, combien de centimètres. Le plus important, j'en parlais pas. Ça les intéressait pas. On vous demande combien de doigts, mais on vous demande pas ce que ça fait. La police intervient donc principalement une fois qu'un problème existe déjà. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, sa capacité à résoudre ces problèmes reste limitée. Citons une nouvelle fois Gwenola Ricordo, qui rappelle qu'une part importante des affaires signalées n'aboutit jamais à l'identification d'un ou d'une responsable. Ainsi, en France, en 2019, la police a élucidé 72% des affaires d'homicide, 56% des affaires de violences sexuelles et seulement 8% des affaires de cambriolage de logement. Mais ces chiffres sont eux aussi à prendre avec des pincettes. Une affaire élucidée ne veut pas forcément dire que la bonne personne a été arrêtée ou condamnée. On connaît des affaires où des personnes présentées comme coupables ont finalement été innocentées des années plus tard, et parfois, l'enquête avance surtout parce qu'une victime, un témoin ou même l'auteur des faits décide de parler. Aux États-Unis, Shima Bauman estime ainsi le taux réel d'élucidation des cambriolages à 3%, des viols à 12% et des meurtres à 50%. En résumé, non seulement la police ne prévient pas les crimes, mais elle faillit souvent à sa mission d'investigation, et ce malgré des moyens importants. En France, les budgets de la sécurité intérieure ont fortement augmenté depuis le début des années 2000. Selon les données du Sénat et les projets de loi de finances successifs, ils sont passés d'environ 7 milliards d'euros à plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui. Dans le même temps, le budget de la justice a lui aussi connu une hausse importante. Entre 2017 et 2025, il est passé d'environ 6,9 à plus de 11 milliards d'euros, soit près de 4 milliards supplémentaires. Mais ces chiffres restent tout de même inférieurs comparés à nos voisins européens. Ces investissements financent des effectifs, des bâtiments, des équipements, des technologies d'enquête, des systèmes de surveillance ou encore des outils de maintien de l'ordre. Les États-Unis ont eux aussi connu une augmentation importante des budgets de police et de justice depuis les années 90, avec une hausse de plus de 60% des dépenses de justice pénale entre 97 et 2017. Parallèlement, les forces de l'ordre ont reçu plusieurs milliards de dollars d'équipements militaires via les programmes fédéraux, notamment après 2001, avec une accélération au début des années 2010. Ça inclut des véhicules blindés et des armes issues de surplus militaires, cherchant à transformer les capacités matérielles des services de police. Restructuring of policing from ordinary beat cops to creating these elite-funded units that are given special resources and special powers. We begin to see a new level of investment into targeting low-income communities of color with policing and surveillance while making sentences more draconian and more punitive.
Et lorsqu'on observe l'évolution de la criminalité, on peut se dire que ça marche. Dans la plupart des pays occidentaux, les homicides et les crimes violents diminuent depuis les années 90. En France, le taux d'homicide a quasi été divisé par 2 en 30 ans. Pareil aux États-Unis, le taux de criminalité a diminué de moitié entre 93 et 2022. Et selon l'Urban Institute, les collectivités locales états-uniennes consacrent chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars à la police, aux prisons et au système judiciaire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire plus de police égale moins de criminalité. Ça n'a jamais été démontré, les chercheuses ne sont pas toujours d'accord sur les raisons de cette baisse. Les criminologues parlent même du Great Crime Decline, la grande baisse de la criminalité, parce que personne n'arrive à expliquer précisément pourquoi les crimes violents ont autant diminué depuis les années 90. Ce qui revient le plus souvent, ce sont des explications sociales, l'amélioration des conditions de vie, certaines politiques de santé publique, les changements démographiques, ou encore la diminution de l'exposition au plomb. Dans une étude du début des années 2000, les économistes John Donohue et Stephen Levitt ont par exemple défendu l'idée que la légalisation de l'avortement aux États-Unis, après Roe vs Wade, aurait participé à cette baisse de la criminalité une vingtaine d'années plus tard. Leur théorie est simple, moins d'enfants sont nés dans des familles qui n'avaient pas l'envie ou les moyens de les élever, donc moins d'enfants ont été exposés à la violence, à la pauvreté ou autres facteurs qui pousseraient à la criminalité. Cette hypothèse est discutée, mais elle montre une chose. Quand on cherche les causes de la criminalité, on finit souvent par parler de pauvreté, de santé, d'éducation et de protection de l'enfance, beaucoup plus que de police. Cette idée selon laquelle plus de policiers égale moins de violence paraît tellement évidente qu'on oublie parfois de vérifier si elle est vraie. Donc, allons voir du côté des chercheurs. Dans les années 70, une grande expérience est menée à Kansas City aux États-Unis. L'idée est relativement simple. Dans certains quartiers, on augmente fortement les patrouilles de police. Dans d'autres, on les réduit et on regarde ce qui se passe. Résultat, pas grand-chose. Plus de policiers dans les rues ne signifiait pas automatiquement moins de délits ou moins de violence. Et parfois, c'est même l'inverse. Non seulement l'intervention policière ne réduit pas toujours les tensions, mais elle peut parfois contribuer à les aggraver. Parce que cette mère a également expliqué dans les médias qu'elle a dû relancer les enquêteurs et que, ce qui est fréquent, c'est-à-dire que quand vous déposez plainte, il n'y a pas d'information qui est donnée aux victimes qui sont véritablement dans une procédure de déshérence et qu'elle a dû relancer et qu'elle s'est vue, semble-t-il, accusée par les enquêteurs de harcèlement. Donc ça se retourne contre elle. Donc véritablement, au lieu de parler, j'entendais le propos de M. Darmanin tout à l'heure, d'un problème de fermeté, je pense qu'il y a véritablement un problème d'humanité dans nos procédures aussi. Ça questionne sur l'humanité et l'inhumanité. Donc, on est en droit de se demander si les moyens ne permettent pas d'empêcher les violences d'apparaître et qui ne permettent pas de résoudre assez souvent les enquêtes, à quoi servent-ils ? Le documentaire The Perfect Neighbor illustre bien cette question. On y voit la police intervenir à plusieurs reprises dans un conflit de voisinage. Les policiers interviennent, rédigent des rapports, recueillent des témoignages et tentent tant bien que mal de désamorcer les tensions. Mais malgré ces interventions répétées, le conflit se termine par un homicide. Le problème, ce n'est pas forcément la police, mais surtout le système dont ils font partie, qui est principalement conçu pour réagir à une violence plutôt que de traiter les causes sociales, psychologiques ou relationnelles qui la rendent possible. Parce que pour que la machine judiciaire fonctionne, il faut un ou une responsable. On va davantage chercher à savoir qui va devoir comparaître devant la justice plutôt que de chercher à empêcher la violence. Cette logique est très bien illustrée dans l'affaire de Vitry-Châtillon. Une enquête de Mediapart a révélé que suite à une attaque sur des policiers, plusieurs procès-verbaux avaient été falsifiés afin de fortifier une version des faits et d'obtenir des condamnations, alors même que certains policiers savaient que plusieurs accusés n'étaient pas impliqués. L'objectif semblait moins d'être de comprendre ce qui s'était passé que de trouver des coupables coûte que coûte. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Finally, we're going to get some answers. Is he guilty or is he not guilty? Une fois l'enquête terminée, une autre institution prend le relais, le tribunal. Cette fois, il ne s'agit pas de chercher un suspect, mais de décider si les preuves suffisent à condamner. Officiellement, le rôle du tribunal est de déterminer si les faits reprochés ont été prouvés selon les règles du droit. Dans les systèmes anglo-saxons, comme aux États-Unis, on parle de preuves au-delà du doute raisonnable. En France, les magistrats et les jurés statuent selon leur intime conviction, mais à partir des éléments présents dans le dossier. Dans tous les cas, le principe reste le même. Il ne s'agit pas de
de reconstituer parfaitement la réalité, mais d'évaluer si les preuves sont suffisantes pour condamner une personne. Voilà une autre limite de la justice pénale. Le procès n'est pas seulement un lieu de recherche de la vérité, c'est aussi un espace de confrontation entre plusieurs récits. D'un côté, l'accusation doit convaincre que les faits ont eu lieu et que la personne accusée est responsable. De l'autre, la défense cherche à fragiliser la version de l'accusation, remettre en question les preuves, démonter les témoignages, relever les incohérences ou souligner les failles de l'enquête. On l'a vu lors du procès d'O.J. Simpson, une grande partie du débat ne portait pas uniquement sur le double meurtre, mais aussi sur le racisme institutionnel, la fiabilité de la police de Los Angeles, le choix des jurés ou encore la manière dont certaines preuves étaient présentées. The whole case got forgotten. It was all about Furman now. It was all about racial injustice. Occasionally these cartoonists come up with something that's edifying. The little child speaking to his mother watching television who says, what's the forbidden N-word they keep talking about, Mommy? She said, Nicole. Les avocats ne se contentent pas d'exposer les faits, ils construisent un récit capable de persuader. Sur le papier, ça paraît simple, mais en pratique, une même preuve peut raconter plusieurs histoires. L'affaire des accusations contre Michael Jackson en est une illustration très parlante. L'un des éléments les plus controversés concerne les photographies prises sur le corps de Michael Jackson lors de l'enquête de 93. À l'époque, Jordan Chandler affirme pouvoir décrire certaines parties intimes de Jackson, notamment des zones de décoloration liées à son vitiligo. Les enquêteuristes obtiennent alors un mandat pour photographier le corps de Michael Jackson, dont ses parties génitales, afin de comparer cette description avec la réalité. Ces photographies n'ont jamais été rendues publiques. On ne peut donc pas vérifier directement ce qu'elles montrent. Depuis plus de 30 ans, les deux camps s'appuient pourtant sur cette même pièce à conviction. Les défenseuses de Jackson affirment qu'elle est innocente. Les procureurs et les enquêteuristes impliqués dans l'affaire disent au contraire qu'elle corroborait au moins une partie de la description donnée par Chandler. Donc là, on a deux camps opposés qui utilisent une même pièce pour raconter deux histoires complètement différentes. Même lorsqu'une preuve existe, son interprétation diffère selon qui a la parole. The facts are supposed to determine the case. Don't give me that. I'm sick and tired of facts. You can twist them any way you like. You know what I mean? Les photographies du corps de Jackson ne sont pas les seules preuves ayant donné lieu à des interprétations opposées. Lors des perquisitions menées à Neverland, les enquêteuristes ont également saisi plusieurs ouvrages contenant des photographies de jeunes garçons nus. Pour l'accusation, ces documents pourraient constituer un élément de contexte pertinent. Pour la défense, il s'agissait d'ouvrages légaux, disponibles dans le commerce, qui ne démontraient à eux-mêmes aucune infraction. Les faits matériels sont relativement simples. Des livres ont été retrouvés et saisis. Ce qui fait débat, c'est leur signification. Comme souvent dans un procès, une preuve n'existe jamais seule. Elle prend sens à l'intérieur d'un récit plus large, construit par l'accusation ou par la défense. Il y a aussi les témoignages présentés lors du procès de 2005. Plusieurs proches de Michael Jackson, alors enfants et maintenant adultes, sont venus témoigner pour la défense. Certains avaient fréquenté Neverland pendant des années, dormi dans sa chambre ou passé de longues périodes en sa compagnie, tout en affirmant n'avoir jamais subi ni observé de comportement abusif. Pour les défenseuses de Jackson, ces témoignages constituent un argument fort en faveur de son innocence. Pour l'accusation, ils ne permettent pas nécessairement d'écarter les accusations d'autres enfants. Le fait qu'une personne n'ait rien subi ne prouve pas qu'une autre n'ait pas été victime. Lors du procès de 2005, l'accusation a également tenté d'introduire des éléments issus de l'affaire Chandler, afin de montrer un éventuel schéma de comportement. Une partie de ces éléments a été jugée recevable, d'autres non. Comme dans tout procès, le jury n'a pas eu accès à l'intégralité des faits autour de l'affaire, mais uniquement à ce que la procédure autorisait. Et là, le fonctionnement de la justice pénale rejoint celui des médias. On l'a vu dans la vidéo précédente, comment les documentaires True Crime construisent eux aussi des récits. Certains sélectionnent les éléments qui renforcent l'innocence de Jackson, d'autres mettent l'accent sur les témoignages des victimes présumées. Chacun choisit ses archives, ses experts et ses expertes, ses interviews, ses angles morts. Cela ne signifie pas qu'un camp a entièrement raison tandis que l'autre ment sur toute la ligne, mais cela rappelle qu'un documentaire reste une œuvre construite. Netflix, HBO, la BBC ou n'importe quel autre média ne donne jamais accès à la totalité du réel. Elles aussi font des choix de narration, hiérarchisent des informations et construisent une histoire destinée à convaincre leur public. Lorsque le sujet devient aussi médiatique que Michael Jackson, la frontière entre information, récit et spectacle devient parfois difficile à distinguer. He was the biggest media manipulator there is in the world, where he could control the media in certain ways, and at the same time it would backfire on occasions. He told me that he was an illusionist, so if he wanted to create a stir with the press, all he had to do was go out of the hotel in a wheelchair, and then all of a sudden, the whole of the world's press was, oh, Michael Jackson in a wheelchair. And then he'd just get out the wheelchair and get in the car.
La justice pénale ne produit donc pas une vérité absolue, mais plutôt une décision juridique. C'est aussi pour cette raison qu'il est important de distinguer deux notions souvent confondues dans l'espace public, la présomption d'innocence et la crédibilité accordée à la parole des victimes. La présomption d'innocence, c'est un principe juridique. Elle signifie qu'une personne accusée doit être considérée comme innocente par la justice tant que sa culpabilité n'a pas été légalement reconnue. Mais ce principe ne signifie pas que les personnes qui portent plainte mentent, ni que l'on n'a pas le droit d'avoir une opinion personnelle sur l'affaire. That's my opinion! En matière de violences sexuelles, notamment, de nombreuses associations et chercheuses parlent d'une présomption de véracité. La présomption de véracité, c'est lorsqu'une personne qui dit avoir subi une violence ou des abus, alors son récit mérite d'être accueilli et examiné sérieusement, sans être immédiatement rejeté ou discrédité. Rappelons que le taux de fausses accusations pour VSS et viol se situe dans une fourchette entre 2 et 10% des plaintes, selon les définitions retenues et les méthodes d'enquête utilisées, et que 90% des affaires de viol ne sont pas élucidées. Pas quel intérêt aurait l'enfant de mentir, comme quel intérêt a une victime de mentir. C'est-à-dire qu'on s'interroge encore une fois sur la possibilité qu'une victime a de mentir. Mais on s'interroge jamais sur la possibilité qu'a un auteur de mentir. Et l'auteur, il ment tout le temps. Donc ça me pose question qu'on se questionne là-dessus. Je ne connais pas de victime qui va dire en cabinet médical quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Une plainte et un témoignage méritent et doivent être prises au sérieux, quel que soit l'accusé, qu'elle soit célèbre ou non. Et c'est le tribunal qui doit établir si les faits sont juridiquement démontrés ou pas. Sauf que dans l'espace public, certaines personnes invoquent la présomption d'innocence pour discréditer d'emblée la parole des victimes présumées. D'autres considèrent qu'écouter une victime revient automatiquement à condamner l'accusé. Il faut en finir avec la surprise. Il faut arrêter d'être surpris quand des affaires de violences sexuelles surgissent, parce qu'en réalité, il n'y a pas un profil type. C'est tous les milieux sociaux, c'est tous les profils. Mais Patrick Bruel, c'est le chanteur des adolescentes dans les années 90. C'est un chanteur extrêmement populaire. C'est une icône de la variété française. Donc c'est difficile pour beaucoup de gens de se projeter dans les accusations qu'on lit aujourd'hui, qui se retrouvent dans les mains de la justice et dans la presse. Dans beaucoup d'affaires aussi, on voit la mise en concurrence des souffrances, où on oppose les souffrances de la personne accusée qui a tout perdu, qui est déprimée par les accusations et détruite, au traumatisme profond que les victimes présumées vont porter tout au long de leur vie. I can't get a job. I can't go to PTA meetings. The way other parents look at me, it is a Google search away. I am one click away from ruin. It's hell. You're still making this about you. No, wait, Eric, please. I will never be just one click away from this, Claire. I have to live with this forever. So do you. Par exemple, pour Michael Jackson, ses défenseuses rappellent sans cesse l'enfance violente qu'il a vécue, les humiliations médiatiques, le racisme dont il a été victime et les conséquences psychologiques des accusations contre lui. He was recording with Motown and he was in the studio with his brothers and he could hear children playing in the playground opposite. And he just wished that he could just go over there and, be himself, be a child, but he couldn't because he was recording. And that had a massive impact on him as an adult. Obviously, this obsession with childhood, building Neverland Ranch, wanting to be with children, always trying to compensate for that childhood that he never had. De l'autre côté, les accusatrices et leurs soutiens mettent en avant les conséquences potentielles des violences sexuelles sur enfants. Stress post-traumatique, dissociation, difficultés relationnelles ou troubles de santé mentale pouvant durer toute une vie. C'est pas qu'une question d'un enfant heureux ou malheureux, en fait c'est une question d'un enfant qui sera capable ou non d'apprendre, qui sera capable ou non d'établir des relations satisfaisantes dans sa vie amicale, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. C'est un enfant qui va être plus à risque de développer des troubles psychiatriques à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est un cortège de conséquences au long terme. Comme si reconnaître la souffrance des uns obligeait à nier celle des autres, alors que ces réalités ne s'excluent pas nécessairement. Une personne peut avoir subi des violences et en commettre, une autre peut être victime dans certaines situations et responsable dans d'autres. Mais la logique du procès pousse souvent à simplifier cette complexité en opposant deux camps dont chacun doit apparaître le plus crédible, le plus légitime ou le plus digne d'empathie comparé à l'autre. Pour le coup, effectivement, on s'éloigne de la morale, c'est évident. Mais encore une fois, chacun son job. Moi, je suis pas soumise à la vérité.
Il faut n'avoir que comme seule ligne de conduite l'intérêt du client. Le tribunal est censé faire la part des choses, entre les souffrances, entre les récits, mais comme nous l'avons vu tout au long de nombreuses affaires, ce processus reste profondément imparfait. Et même lorsqu'un verdict est finalement rendu, une autre question demeure. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Car la justice pénale ne se limite pas à déterminer une culpabilité ou une innocence, son objectif est aussi de répondre à l'infraction par une sanction. Une fois que la société a désigné un ou une responsable, elle doit décider comment le ou la punir, combien de temps et dans quel but. Mais la peine protège-t-elle vraiment la société ? Est-ce qu'elle dissuade les autres et limite les récidives ? Permet-elle de réparer le préjudice subi ? Et une fois cette décision rendue, que fait-on de la personne condamnée ? Monsieur Delarme dit qu'il est très mal depuis 2 semaines. Les choses sont remontées depuis notre premier entretien, le procès, la prison. On m'a traité comme un violeur. On m'a traité de pédophile. Il dit qu'il a une sexualité normale. Il dit qu'il ne l'a jamais forcée. Il dit qu'il est désolé si sa sœur a souffert, mais que lui aussi, il a beaucoup souffert. Ils ont souffert tous les deux. Une fois le procès terminé et le verdict rendu, la justice pénale passe à sa dernière étape, la punition. Pendant longtemps, la punition avait pour fonction de rendre visible la puissance du souverain. Sous l'Ancien Régime, commettre un crime revenait à défier l'autorité du roi lui-même. Les supplices publics servaient alors à rappeler à tous qui détenait le pouvoir. À partir du XVIIIe siècle, cette logique évolue progressivement. Comme le dit Michel Foucault dans Surveiller et punir, l'infraction oppose en effet un individu au corps social tout entier. Contre lui, pour le punir, la société a le droit de se dresser tout entière. Un formidable droit de punir se constitue ainsi puisque l'infracteur devient un ennemi commun. Pire qu'un ennemi même, car c'est de l'intérieur de la société qu'il sort ses coups. Un traître, un monstre. Sur lui, comment la société n'aurait-elle pas un droit absolu ? Le droit de punir a été déplacé de la vengeance du souverain à la défense de la société. La prison moderne naît de cette transformation. Officiellement, il ne s'agit plus seulement de faire souffrir, mais aussi de corriger, de réformer et de réinsérer. En théorie, la peine est donc temporaire. Une fois la sanction exécutée, la personne est censée retrouver sa place dans la société. Mais cette promesse de réinsertion fonctionne-t-elle réellement ? Parce que même lorsqu'elle prend fin officiellement, la peine ne s'arrête pas toujours là. De nombreuses recherches montrent que l'incarcération produit souvent des effets ancrés et durables, comme des difficultés à retrouver un emploi, un accès au logement, parfois des ruptures avec la famille ou du rejet social. Même lorsque la peine est terminée juridiquement, ces conséquences continuent souvent de produire leurs effets. En France, une étude de la DARES montre que environ seulement 1 personne sur 2 a un emploi dans les 18 mois après sa sortie de détention, et que les personnes les moins qualifiées sont celles qui ont le plus de difficultés. Le ministère de la Justice souligne également que les personnes sortant de prison cumulent souvent plusieurs formes de précarité. Absence de logement stable, rupture familiale, problèmes de santé mentale ou d'addiction, autant de facteurs qui compliquent la réinsertion. L'incarcération, ça casse ta tête et avant tu retenais mieux, tu réfléchissais mieux, ton vocabulaire était 10 fois mieux. Pour moi, tu vois, ton vocabulaire, ça dégrade de fou, tu vois. Selon les statistiques du ministère de la Justice, près de 6 personnes sur 10 condamnées à une peine de prison ferme sont de nouveau condamnées dans les 5 années qui suivent leur libération. Les taux varient selon les infractions, l'âge ou la durée d'incarcération, mais ils montrent que la prison, à elle seule, ne suffit pas à empêcher durablement la récidive. Je sais pas si je le referai pas. Honnêtement, trouver un boulot quand tu sors de prison, c'est quasi impossible. Pardon, Nassim. Parce que j'ai déjà essayé, je connais. Dehors, c'est dur, ça va à 1000 à l'heure, tout est compliqué. Faut faire des dossiers, des demandes de je sais pas quoi, et moi je sais rien faire. À l'ère d'Internet, certaines accusations deviennent pratiquement impossibles à effacer. Une affaire peut suivre une personne pendant des décennies, parfois jusqu'à sa mort. Michael Jackson a été acquitté en 2005, pourtant 20 ans plus tard, les accusations continuent d'être débattues. Pour certains et certaines, le verdict clôt la question, pour d'autres, il ne répond pas aux interrogations laissées ouvertes par la justice. Quelle que soit la position adoptée, cela montre qu'un verdict ne met pas fin à la sanction sociale. Qu'est-ce que tu lui veux ? Il n'a pas eu assez de soucis comme ça. Ça a été tellement dur, le procès pour lui. Il a tout perdu. Son boulot, sa fiancée, tous ses copains. Il s'en est pas remis, tu sais.
Mais cette sanction sociale ne touche pas tout le monde de la même manière. Les personnes précaires sont souvent celles qui subissent le plus durablement les conséquences d'une condamnation, ou même d'une accusation. Perte d'emploi, isolement, difficultés administratives, précarisation économique. À l'inverse, certaines personnalités publiques disposent de ressources considérables pour résister à ces effets. C'est ici que réapparaît une question déjà présente pendant l'enquête et le procès, celle du pouvoir. Une célébrité, par exemple, peut mobiliser des avocats prestigieux, des experts, des consultants en communication, des détectives privés pour suivre les accusatrices, des agences de relations publiques et parfois même des médias favorables. Michael played the victim better than anybody I've ever seen. It was time to distract from Gavin's testimony, but also to say, see, I'm the victim here. I'm injured. They're dragging me into court in my pajamas. I'm the victim. So I just think it was master manipulation. Il y a un parallèle assez frappant entre les affaires de O.J. Simpson et de Michael Jackson, la manière dont tous deux ont été traités par la police et les médias. Ils ont eu la possibilité de négocier les conditions de leur arrestation, bénéficier d'une couverture médiatique exceptionnelle, d'hélicoptères suivant leur déplacement, d'une foule de fans rassemblés devant les tribunaux pour soutenir leur idole, ainsi que d'une armée d'avocats et de gardes du corps pour les protéger. O.J. Simpson that night definitely got preferential treatment. Had that have been anybody else, you or me, would have gone to jail. Michael Jackson negotiates with the district attorney's office as to the surrender. He flew in a private jet into a hangar in Santa Barbara, and my sources were telling me he voluntarily flew there to surrender. Why are they allowing him to continue? Really, the game plan is really being conducted by Mr. Simpson at this point, and it's very much like when the president travels down a major thoroughfare like a freeway. This was not usual police behavior. If O.J. Simpson were black, that shit wouldn't have happened. He'd be on the ground getting clubbed. But because he transcended race and color to this exalted status of celebrity, he got a motorcade. On ne peut pas nier que la célébrité de certains et certaines accusés constitue une ressource. Elle permet de financer sa défense, de produire et diffuser un récit précis, d'influencer l'opinion publique, parfois de continuer à travailler malgré les accusations et condamnations. La célébrité et le pouvoir permet même souvent d'avoir des privilèges sur les conditions de détention ou même carrément sur la durée d'emprisonnement. On a pu entendre que Nicolas Sarkozy n'était pas seulement un voleur, mais aussi un père de famille, un mari et un ami. Et ça, c'est évidemment vrai pour toutes les personnes qui sont incarcérées, qui ne sont pas simplement le délit ou le crime qu'ils ont fait. C'est extrêmement frappant de voir en fait tous les arguments auxquels on peut évidemment se rallier, mais qui sont pas uniquement valables dans le cas de Nicolas Sarkozy, mais dans le cas de toutes les personnes qui sont détenues. Cette asymétrie n'est pas une preuve de culpabilité ou d'innocence, mais elle rappelle que tous les individus ne disposent pas des mêmes moyens lorsqu'ils font face au système judiciaire. Et cette inégalité devant la peine n'est pas nouvelle. Plusieurs chercheuses ont montré que la police n'a jamais touché toutes les populations de la même manière. Angela Davis, dans son livre « La prison est-elle obsolète ?», rappelle que la prison moderne ne s'est jamais développée de manière neutre. Aux États-Unis, les hommes étant principalement perçus comme des criminels à punir, tandis que les femmes étaient davantage considérées comme des êtres déviants qu'il fallait moraliser ou redresser. Les femmes blanches étaient le plus souvent orientées vers des maisons de correction, censées les ramener à leur rôle d'épouse et de mère, tandis que les femmes noires étaient beaucoup plus fréquemment incarcérées et exposées aux violences du système pénitentiaire. Davis montre ainsi que la prison s'est construite à l'intersection du patriarcat, du racisme et des pouvoirs de classe. Elle n'a jamais touché toutes les populations de manière identique. La prison n'est pas seulement une institution judiciaire. Dans certains pays, elle est devenue aussi un marché. Aux États-Unis, une partie des établissements pénitentiaires est gérée par des entreprises privées, tandis que de nombreux secteurs économiques bénéficient de l'incarcération. Production de prisons, surveillance, travail pénitentiaire, sous-traitance. Des autrices comme Angela Davis et Jackie Wong montrent ainsi que la prison est aussi traversée par des intérêts économiques et politique. L'exploitation de la main-d'œuvre carcérale par le secteur privé n'est qu'un exemple des innombrables liens entre les entreprises, le gouvernement, les communautés pénitentiaires et les médias.
Ce réseau de liens constitue ce que nous appelons maintenant le complexe carcéro-industriel. Ce terme a été inventé par des militants et des universitaires soucieux de dénoncer la croyance dominante selon laquelle l'explosion de la population carcérale s'expliquerait par l'augmentation du taux de criminalité. Au contraire, affirme-t-il, la construction de nouvelles prisons et le besoin concomitant de les remplir de corps humains reposent sur des idéologies racistes et sur la quête de profit. En France, les prisons restent publiques, mais une partie de leur fonctionnement est déjà confiée à des entreprises privées. Restauration, blanchisserie, maintenance, travail pénitentiaire ou encore gestion des cantines. On est loin du modèle des prisons privées états-uniennes, mais cela montre que la prison est aussi un espace économique où circule de l'argent, des contrats et des intérêts privés. Un exemple très concret est celui des cantines pénitentiaires. Ce sont des espèces de magasins internes aux prisons. Les personnes détenues ne peuvent pas acheter librement les produits d'hygiène ou leur nourriture. Elles doivent passer par un catalogue unique proposé par l'établissement. Plusieurs rapports de l'Observatoire international des prisons montrent que certains produits de première nécessité y sont vendus à des prix nettement supérieurs que ceux pratiqués à l'extérieur. Une simple brosse à dents, du café ou du shampoing peuvent coûter beaucoup plus cher qu'en supermarché. Les prix étaient chers, beaucoup plus chers qu'à l'extérieur. Je pensais avec ironie qu'il s'agissait presque d'un abus de position dominante. Les détenus n'avaient pas le choix. Excepté au moment des fêtes de fin d'année, les familles ne pouvaient apporter de colis. Quelle indignité. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Or, tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources. Les personnes détenues, qui n'ont pas de soutien familial ou qui travaillent peu en détention, disposent parfois de seulement quelques dizaines d'euros par mois. Dans ces conditions, accéder à des produits d'hygiène, améliorer son alimentation ou simplement téléphoner à ses proches devient une question d'argent. La prison ne prive donc pas seulement de liberté, elle reproduit aussi des inégalités économiques qui existent déjà à l'extérieur. Mais il existe aussi une autre inégalité dont on parle beaucoup moins. Même lorsqu'une personne est condamnée, elle n'est pas la seule à subir la peine. En effet, la sanction ne touche pas uniquement la personne condamnée. La sociologue Gwenola Ricordo, oui je parle encore d'elle, mais elle a fait plein de livres sur le sujet qui sont tous des bangers. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire ses livres. Dans son livre, Pour elles toutes, elle parle des proches des personnes qui sont incarcérées, qui subissent elles aussi les conséquences de la prison, comme l'éloignement, la précarité financière, la charge émotionnelle ou l'isolement social. Ce sont souvent les mères, les compagnes, les sœurs et les enfants qui assument les coûts matériels et affectifs de l'incarcération. Même si l'incarcération d'un proche prend parfois un caractère routinier, les proches des détenus évoquent très souvent leur honte car elles sont considérées ou se considèrent comme responsables des actes de la personne incarcérée, sinon coupables par association. À cette honte s'ajoute souvent l'inquiétude pour la sécurité de leurs proches, ses fréquentations et sa vie en détention, et un sentiment d'impuissance. La tristesse et l'angoisse peuvent se manifester par des troubles physiques, symptômes dépressifs, troubles de l'humeur, etc. Beaucoup de proches évoquent avoir fait face à de l'hostilité devant une prison. Les proches des personnes détenues peuvent subir un stigmate par contagion et se sentir infréquentables. Ce que l'on sait aussi, c'est que lorsque des hommes vont en prison, derrière, en fait, il y a beaucoup de proches qui sont impactés, et en particulier des femmes. Parce que c'est des femmes dont on attend un travail de solidarité, on attend un soutien émotionnel, un soutien financier, un soutien matériel. Et donc l'incarcération des hommes a un impact sur les femmes. La souffrance produite par la sanction dépasse donc largement la personne condamnée. Ça rejoint d'ailleurs une critique plus large formulée par Michel Foucault. Derrière le discours officiel de la réinsertion, la prison reste avant tout une institution disciplinaire, c'est-à-dire une institution qui surveille, contrôle, isole et normalise. Mais la prison n'est pas seulement pensée comme un lieu où l'on enferme des personnes ayant commis une infraction. Au cours de l'histoire, elle a aussi servi de moyen de gouvernement. Selon les époques et les régimes, l'enfermement a permis d'écarter les personnes jugées dangereuses pour l'ordre social, opposants politiques, militants, syndicalistes ou encore populations marginalisées. Sous l'Ancien Régime, les lettres de cachet permettaient déjà d'emprisonner quelqu'un sans procès sur décision du roi. Plus récemment, des militantes comme Angela Davis ont été placées au cœur d'importants dispositifs répressifs de l'État. Ces exemples ne signifient pas évidemment que toute incarcération est politique, mais ils rappellent que la prison ne sert pas uniquement à répondre aux crimes, elle participe aussi, selon les contextes, au maintien d'un certain ordre social et politique. Tenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Avant que d'aller protéger les commerces et la sécurité des personnes. Il y a une hiérarchie du maintien de l'ordre. Absolument. Et donc, ce qui peut générer un sentiment d'insécurité chez les manifestants qui se disent « mais la police n'est pas là pour nous protéger », effectivement, la police, elle est là avant tout pour protéger les institutions, qui seront les institutions de la République, mais on sera en monarchie, ce serait pareil. Pourtant, malgré 2 siècles de réformes pénitentiaires, les critiques qui reviennent sont presque toujours les mêmes. Foucault révèle que déjà, au XIXe siècle, la prison échouait à réduire durablement la criminalité, favorisait la
la récidive, fragilisait les liens sociaux, enfermait les personnes dans une identité de délinquants et condamnait souvent les proches à la précarité. Un siècle et demi plus tard, ces constats continuent d'alimenter les rapports parlementaires, les travaux des criminologues et les témoignages des personnes détenues. Voilà encore une des grandes contradictions de la justice pénale. Elle prétend transformer les individus en produisant de la violence. Moi, je suis là pour comprendre pourquoi les auteurs passent à l'acte. Et surtout pour les aider à pas recommencer. Moi, j'aime pas la prison. Je trouve que ça sert à rien. J'ai toujours trouvé ça horrible de voir des gens sortir de prison encore plus déglingués qu'en y entrant. Voilà, je trouve que c'est pas une solution. Mais est-ce réellement ainsi que l'on répare un tort? Est-ce ainsi que l'on protège les victimes? Et surtout, que l'on empêche les violences de se reproduire? Ces questions réapparaissent dans le débat public lorsqu'on parle de violences sexuelles sur enfants. Après chaque affaire médiatisée, les réactions demandent des peines toujours plus sévères, allongement des peines, perpétuité réelle, peine de mort, et depuis l'affaire Liana, on a vu évoquer la solution de la castration chimique. Sauf que, contrairement à ce que son nom laisse penser, il ne s'agit pas d'une opération définitive, mais d'un traitement hormonal réversible qui nécessite une prise régulière de médicaments et un suivi médical sur le long terme. Les recommandations internationales soulignent d'ailleurs que ce traitement est surtout utilisé dans le cadre d'une prise en charge globale, associant suivi psychologique, accompagnement psychiatrique et contrôle médical, et que non, ce n'est pas une solution autonome. Sa mise en place dépend donc largement de moyens humains mobilisés et de la volonté de la personne soumise au traitement, pour une efficacité qui reste à prouver. Les violences sexuelles n'existent pas en dehors des autres violences sociales, c'est-à-dire elles s'appuient sur le racisme, sur le validisme, sur l'homophobie, sur la transphobie, sur toutes les oppressions en fait pour s'exercer. Les violences sexuelles, c'est encore une fois je le répète, de la domination sur de la vulnérabilité. Donc plus une personne subit d'oppression, par exemple un enfant dont les parents ne parleraient pas français, un enfant migrant, un enfant noir qui subit déjà les biais racistes à l'école et qui donc dès qu'il bouge va se faire sortir de classe, et donc quand cet enfant va chercher à parler pour parler des violences qu'il ou elle subit, sa parole sera beaucoup moins crue qu'un enfant blanc dont déjà la parole est très peu crue. Et les agresseurs et les agresseuses le savent très très bien. Donc les violences sociales vont renforcer les violences sexuelles. Mais du coup, je me demande, si on est capable de mobiliser autant de médecins, de psychologues, de travailleurs sociaux et de ressources publiques après une agression, que se passe-t-il si une partie de ces moyens étaient investis avant? Dans la protection de l'enfance, l'accompagnement des familles, la santé mentale, l'éducation à la vie affective et sexuelle, ou encore la prise en charge anticipée des personnes présentant des comportements préoccupants. Au lieu de se demander uniquement comment punir, ne faudrait-il pas aussi se demander comment empêcher ces violences d'apparaître? Gilead has a real hard-on for vengeance. Back home, Melanie always said, "An eye for an eye makes the whole world blind." But in Gilead, they love taking the Old Testament literally. It seems shocking and violent at first, but then you start to appreciate that style of justice for all its possibilities. And it starts to give you ideas. Reckless ones. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Pendant toute cette vidéo, on a suivi le parcours d'une affaire pénale. L'enquête tente de reconstituer les faits, mais elle reste traversée par des biais, des moyens limités et des rapports de pouvoir. Le procès cherche à rendre une décision juste, mais il repose sur des preuves toujours incomplètes, des récits concurrents et des règles qui ne permettent jamais d'accéder parfaitement à la réalité. Et enfin, la peine, qui prétend protéger la société, réparer le tort causé et empêcher les violences de se reproduire. Pourtant, lorsqu'on regarde les recherches en criminologie, en sociologie ou les témoignages des personnes concernées, on voit apparaître les mêmes critiques depuis près de 2 siècles. 一番いい方法って何だったんだろう。何が始まりだったんだろう。最初の手段を見つけられるようになりたい。傷つけていい人間なんてどこにもいないんだ。
Après, dire que la justice pénale a ses limites ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer les tribunaux, les enquêtes ou les prisons du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'être gentil avec les personnes qui commettent des violences et tout ira mieux. Mais en vrai, qu'attend-on réellement de la justice? Qu'elle punisse? Qu'elle protège? Qu'elle répare? Qu'elle dévoile la vérité? Parce qu'au fond, ce sont là des objectifs complètement différents. Dans un système principalement pensé pour sanctionner, ce n'est pas lui qui va répondre le mieux à toutes ces attentes. Alors, si la justice pénale ne répond qu'à une partie du problème, quelles autres possibilités existent? Il est difficile d'envisager un ordre social qui ne repose pas sur la menace de l'incarcération des individus dans des lieux épouvantables conçus pour les séparer de leurs proches et de leur communauté. La prison est considérée comme un élément si naturel qu'il est extrêmement difficile d'imaginer la vie sans elle. Depuis petite, on nous apprend une chose. Si tu fais une bêtise, tu es puni. Et une fois adulte, si tu continues, tu iras en prison. C'est là que les méchants vont, les personnes dangereuses, celles qui méritent d'être exclues de la société. À force de grandir avec cette idée, on finit par croire qu'il n'existe que deux possibilités, être libre ou être enfermé. Pourtant, cette manière de rendre justice est loin d'avoir toujours existé, et elle est loin d'être universelle. Pendant une grande partie de l'histoire, la prison n'occupait pas la place centrale qu'elle a aujourd'hui. Et dans de nombreuses sociétés, notamment chez certains peuples autochtones d'Amérique du Nord, d'Océanie ou encore dans plusieurs sociétés africaines, les conflits étaient souvent pensés autrement. Plutôt que de demander uniquement qui faut-il punir, certains cherchaient aussi à répondre à d'autres questions. Qui a été blessé? De quoi cette personne a-t-elle besoin? Comment réparer les relations détruites? Comment éviter que cela recommence? Évidemment, ces sociétés n'étaient pas parfaites et elles connaissaient elles aussi des violences. Il ne s'agit pas de les idéaliser, mais elles nous rappellent une chose importante. La prison n'est pas la seule manière dont les êtres humains ont imaginé la justice. Et c'est justement ce que j'aimerais explorer dans la prochaine vidéo, où on parlera de justice restaurative et de justice transformatrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes hypé pour la suivante. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la louper. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en faisant un don sur le Tipeee. Je retourne à mes lectures, j'ai encore beaucoup de taf. Des bisous et on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Bye!